De la situation actuelle et quelle est, à votre avis, l'issue probable du conflit que nous connaissons actuellement? La Syrie traverse depuis 2 ans et demi une guerre qui s'avère d'une terrible cruauté envers les civils. Il y a, d'après des chiffres internationaux totalement invérifiables, 60 000 victimes. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça en réalité. La presse internationale donne l'impression que toutes ces victimes sont des opposants au gouvernement. C'est absolument pas le cas. On peut penser que ce qui est connu assez précisément, c'est le nombre de morts dans les services dans l'armée, dans les différents services de sécurité. Donc là, il y a déjà plus de 15 000 soldats qui ont été tués au combat. Après, l'essentiel des martyrs, ce sont des civils qui ont été victimes des groupes armés qui circulent dans le pays, qui se livrent à des massacres perpétuels, à des actes de torture et de barbarie absolument partout, et de manière extrêmement publique. Aucun doute sur ce qui se passe et avoir le culot d'attribuer ces victimes à l'armée nationale, c'est absolument ahurissant, totalement sans base. Alors il y a aussi des victimes collatérales dans cette guerre, puisque au cours des derniers mois, l'armée a fait usage d'armes lourdes, y compris de l'aviation, pour attaquer les groupes de mercenaires qui sillonnent le pays. Et donc, évidemment, quand on utilise ces armes, il y a toujours des victimes collatérales. Toute personne qui a approché un théâtre de guerre sait que, malheureusement, ça arrive toujours. Donc, certainement, il y a dans ces 60 000 victimes aussi des gens qui ont été tués par les forces gouvernementales, mais non pas parce qu'ils étaient ciblés par elles, mais parce que dans une action militaire, lorsqu'il y a des troupes ennemies qui sont mêlées à la population, malheureusement, il y a toujours ces dégâts. Donc la guerre en Syrie est une guerre qui a été décidée de manière très publique par les États-Unis. En 2001, il y a la réunion 15 septembre 2001 à Camp David où cette guerre est décidée. Le Congrès des États-Unis vote en décembre 2003 le Syrian Accountability Act qui donne instruction au président des États-Unis, quel qu'il soit. C'était M. Bush, il n'a pas pu y arriver, donc c'est à M. Obama que le travail a été confié. Il donne instruction au président d'entrer en guerre contre la Syrie. Il y a eu toutes sortes de tentatives pour en arriver là et grâce à une politique d'une très grande finesse, la Syrie a repoussé longtemps cette guerre et a pu se préparer à ce choc. Donc la guerre a pris la forme d'abord de mobiliser certains extrémistes dans le pays, en l'occurrence des takfiristes. Le takfir, c'est une secte très récente dans l'islam et qui globalement prêche qu'ils sont dans la voie juste et que tous les autres doivent être tués. Et ces takfiristes qui étaient recrutés dans des zones campagnardes sans qu'on se rende compte qu'ils étaient assez nombreux, parce que dans les campagnes là-bas il n'y a pas des villages, c'est un habitat dispersé. Donc les prêcheurs itinérants ont pu commencer à recruter des gens comme ça sans qu'on mesure l'ampleur de ce phénomène. Donc il y a eu quelques milliers de takfiristes, peut-être quelques dizaines de milliers, mais ce serait étonnant que qu'on ait dépassé les 20 000. Donc il y a eu quelques milliers de takfiristes qui ont commencé à se livrer à des exactions. Et on leur a envoyé en renfort progressivement des mercenaires venant d'un peu partout, alors qu'on désigne sous le terme de djihadistes, qui est tout à fait impropre. Enfin, eux se réclament comme djihadistes, mais
jusqu'à preuve du contraire, le djihad c'est en Palestine, c'est pas en Syrie. Donc, au début, on a amené comme mercenaires les gens qui venaient de terminer l'opération en Libye. Donc, en utilisant les moyens du Haut Commissariat aux réfugiés, on a déclaré que les membres d'Al-Qaïda en Libye étaient en fait des civils qui nécessitaient la protection de l'Office des réfugiés, et on les a transportés dans des camps de réfugiés en Turquie. Et ces camps sont devenus instantanément en fait les bases arrières de l'armée syrienne libre pour attaquer le territoire syrien. Les États-Unis ont essayé de sous-traiter les opérations militaires, de ne pas apparaître en première ligne, selon la théorie de Mme Clinton, dite du leadership par l'arrière. Je lui laisse sa responsabilité. Donc, Mme Clinton avait déjà utilisé ça en Libye, où elle avait envoyé les Français et les Britanniques faire le sale travail pour le compte des compagnies pétrolières US. Et là, elle a à nouveau envoyé les Français en première ligne. Il se trouve qu'en France s'est réveillé un lobby colonial qu'on croyait disparu et qui constitué des patrons de quelques grandes compagnies qui, après avoir exploité au maximum le peuple français, constatent qu'on a déjà trop pressuré le citron, on n'en sort plus rien. Donc on va faire la même chose à l'étranger et on renoue avec les techniques coloniales. Donc on a donné à l'armée syrienne libre un drapeau qui est celui de la colonisation française. Alors dans les médias français on dit c'est le drapeau de l'indépendance. Évidemment le jour de l'indépendance ils avaient ce drapeau, ils n'avaient pas eu le temps d'en faire un autre. Mais c'est le drapeau de la colonisation des années 1920 à 1946. Donc déjà pouvoir raconter qu'on a affaire à des révolutionnaires quand ils brandissent le drapeau de la colonisation, c'est ubuesque. Mais les joueurs français étant des gens fort peu cultivés, on peut leur faire tout avaler. Donc, ensuite, on a donc commencé à recruter un peu partout, dans tout le monde musulman, Europe incluse, mais dans tout le monde musulman, de la Somalie à l'Indonésie. On a commencé à recruter des gens un peu paumés qui, pour quelques poignées de dollars, mais surtout avec l'assurance d'avoir un approvisionnement régulier en drogue, on a emmené se battre en Syrie. Alors, il y a même des compagnies d'armées privées, comme Blackwater, mais qui a changé de nom maintenant, c'est Academy, mais plusieurs grandes compagnies comme ça ont ouvert des bureaux de recrutement dans le monde arabe de manière très très officielle, et dans certains pays il y a eu des articles de presse expliquant combien de combattants étaient recrutés pour être envoyés en Syrie. Donc c'est un phénomène massif, une technique comme ce que John Negroponte avait fait au Nicaragua. Mais le Nicaragua, c'était un tout petit pays. Là, la Syrie, c'est comme un gros morceau, donc il a fallu des troupes en très grand nombre. Aux dernières nouvelles, il y a 2 mois, on avait des statistiques assez précises sur le nombre des combattants étrangers sur le sol syrien. C'était entre 50 et 60 000. Donc, ce sont vraiment des armées qui débarquent. C'est des très mauvais combattants, parce qu'ils n'ont pas de formation militaire proprement dite. Ils ont une formation pendant une semaine au maniement de la Kalachnikov et des choses comme ça, mais ce n'est pas des armées disciplinées, il n'y a pas de stratégie, etc. Donc c'est extrêmement meurtrier de leur côté. C'est pour ça que je dis que quand on dit le chiffre de 60 000 victimes, on est très très en dessous de la réalité, mais vraiment très très en dessous. Certains pays ont organisé maintenant le rapatriement des corps de leurs ressortissants. Par exemple, l'Algérie a installé un institut spécial à Damas qui récupère les corps des Algériens qui sont morts et les ramène au pays. Et l'Algérie essaye d'empêcher ce flux, mais n'y parvient pas. D'autres pays, au contraire, organisent ce flux. Par exemple, c'est extrêmement clair que l'Allemagne, par exemple, a recruté plus de 5000 mercenaires chez elle. Ce sont des ressortissants allemands
souvent d'origine turque, et qu'on a envoyé là. Bon, en France, officiellement, il n'y a pas de filière comme ça. Mais n'importe qui a les yeux ouverts peut constater que dans un grand nombre de mosquées en France, on a appelé les gens à se mobiliser et à venir faire le djihad en Syrie. En France, c'est un délit de faire ça. Et tous les prédicateurs sont sur surveillance de la DCRI. Donc, pour que ce phénomène puisse avoir lieu à de nombreux endroits en même temps et sur une longue période, ça se fait donc avec les yeux fermés de la DCRI au minimum et avec sa participation active éventuellement. Donc là, on peut voir que beaucoup de gens ont été recrutés en France, qu'on a envoyés se battre en Syrie. Actuellement, en Syrie, il y a des ressortissants français dans les prisons qui ont été faits prisonniers au cours des combats. Alors, il y a eu à un moment donné des officiers français qui ont été faits prisonniers pendant les combats. Ceux-ci ont été restitués à la France lors d'un accord qui est intervenu à la fin de la période de Nicolas Sarkozy, à un moment où la Syrie espérait, comme d'ailleurs la majorité des citoyens français, que le gouvernement qui suivrait ferait preuve de plus de sagesse. Bon. Mais, comme l'ensemble des citoyens français, ils ont pu constater que c'était un leurre. Et donc, l'investissement français a repris un peu plus tard. Bon. Mais la plupart de des combattants français qui sont sur place sont de simples citoyens qu'on a complètement embobinés et qu'on a envoyés là-bas et qui tout d'un coup se retrouvent stupéfaits dans un théâtre de guerre qui ne correspond absolument pas à l'idée qu'ils en avaient en se rendant sur place. Donc ils désertent l'armée syrienne libre, etc. C'est des phénomènes assez massifs. Les ressortissants français qui se trouvent dans les prisons syriennes sont traités d'une manière tout à fait correcte. Il y a des cas assez nombreux et à ma connaissance, personne n'a été maltraité. Je dis ça, j'insiste, parce qu'on donne une image de ce qui se passe en Syrie qui est complètement grotesque. L'armée syrienne est une armée de conscription. Elle est composée de jeunes gens représentatifs de la diversité de la société, c'est-à-dire massivement des sunnites d'ailleurs. On n'a jamais demandé à des armées de conscrits de commettre les crimes qu'on impute à cette armée. Il peut y avoir des unités professionnelles qui commettent des crimes de guerre. Mais, pour autant que je puisse savoir, ça n'est absolument pas le cas sur le terrain en Syrie. Ce qui est exact, c'est qu'il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis par une unité de renseignement particulière, c'est tout à fait établi et certain, mais ce n'est pas quelques brebis galeuses qui doivent donner l'image d'une armée de 450 000 hommes. C'est ridicule. Et est-ce que les crimes de quelques généraux français en Algérie signifiaient que la totalité de l'armée française était composée de tortionnaires? Certainement pas. Bon. Donc il faut arrêter avec ce genre de manipulation. Et donc, selon vous, aujourd'hui, la situation est en voie d'extension, ou bien au contraire, assistons-nous à une stabilisation, on va dire, de la situation? En quelques mots, avez-vous une idée? Il y a eu plusieurs étapes dans la guerre. La première étape, la première période, le but n'était absolument pas de renverser le gouvernement, le but c'était de créer des troupes qui justifient une intervention de l'OTAN. Après, vu les vétos russes et chinois, on savait que l'OTAN ne pourrait pas intervenir, donc on est passé dans une deuxième étape où la stratégie visait effectivement à renverser le gouvernement. Et puis au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on a affaire à un État très fort, très structuré, extrêmement soutenu par sa population, et que donc l'idée de renverser le gouvernement, c'est un mythe complet, sauf à arriver à corrompre certains militaires et à faire un coup d'État militaire, mais que par la voie militaire classique, on n'y arriverait pas. Alors après, on est rentré dans une troisième étape où le sujet, c'est affaiblir le plus possible le pays pour qu'il n'ait plus aucun poids politique dans cette région. Donc là, ça a commencé, ce changement, la date butoir, c'est le 18 juillet quand il y a eu
l'assassinat des principaux responsables du Conseil de sécurité nationale et assorti d'une tentative de coup d'État militaire organisée par la France qui a totalement échoué. Donc, là, depuis le 18 juillet, on est rentré dans une forme de guerre beaucoup plus brutale, puisque les consignes militaires ne sont plus les mêmes, jusqu'au 18 juillet, c'est-à-dire pendant 1 an et demi, les consignes, c'était de ne jamais mettre en danger les civils, ce qui a été d'une extrême difficulté et a amené des pertes considérables à l'armée syrienne. J'ai toutes sortes de témoignages d'officiers et de soldats syriens qui ont préféré rester sous la mitraille ennemie plutôt que de faire usage de leurs armes en riposte parce qu'ils risquaient, c'était dans des villes, parce qu'ils risquaient de tuer des civils. Donc des gens qui maintenant sont handicapés à vie de leurs blessures. Bon. Mais après le 18 juillet, donc la consigne a été donnée qu'il fallait en finir, qu'il n'y avait plus d'autre solution. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser des armes lourdes et qu'on s'est lancé dans une confrontation totale. Quand les gens sont encerclés, s'ils refusent de se rendre, la consigne est de les tuer. Mais en fait, cette guerre, elle pourrait durer sous cette forme-là pendant des siècles, puisque au fur et à mesure, on amène toujours de nouveaux combattants. Et c'est des vagues incroyables. Lors de l'attaque de Damas, justement au moment du 18 juillet, il y a eu au moins 40 000 combattants étrangers qui ont débarqué en 2 jours à Damas. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Imaginez ça en France. Imaginez, en effet. Bon. Moi, ces gens, il y a une unité qui a attaqué ma maison. Il y avait entre 80 et 100 combattants, on ne sait pas exactement. L'armée syrienne est venue pour me protéger. Pendant 3 jours, ça a été une bataille sans s'arrêter. On a installé un mortier sur la terrasse pour pouvoir se défendre. Enfin, on dit que c'était voilà, les conditions maximales de ce que ça peut être dans ces cas-là. Et à la fin, cette unité en face a été défaite. Il y en a il y a eu 2 qui ont été faits prisonniers. Il y en a qui sont morts et d'autres qui se sont enfuis. Bon, mais en voyant les prisonniers, en relevant les cadavres, tous les gens de cette unité, c'était des Somaliens et des Pakistanais. Il n'y avait pas un Syrien là-dedans. Voilà. Bon. Mais cette guerre, elle est en train de s'arrêter parce que ce flux de combattants et ce flux d'argent est en train de s'arrêter. Donc je pense qu'il en arrive encore quelques-uns, mais il en arrive beaucoup moins qu'il n'en part. Donc le système est en train de se décanter. Et évidemment, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que tout le monde sait que les États-Unis vont sonner la fin de la partie dans quelques temps, que constatant l'échec de cette stratégie, eh bien, les États-Unis sont déjà dans une autre stratégie, ils sont déjà en train de négocier avec toutes sortes de partenaires autre chose. Et comme de bien entendu, toutes les erreurs commises, les États-Unis refuseront de les assumer, et c'est les imbéciles qu'on a envoyés au charbon qui vont se retrouver à payer les pots cassés, dont effectivement ils sont responsables, mais dont ils n'étaient pas les seuls responsables. Donc, en l'occurrence, évidemment, c'est certainement la France qui sera la très grande perdante de ce conflit. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir accéder à la seconde partie, à la seconde question auquel nous songions. Je vous remercie pour cette brillante intervention. Nous en arrivons finalement à une situation au Moyen-Orient où on constate que sur le front syrien, il semblerait que nous allions vers une stabilisation. Quelle serait selon vous l'étape suivante dans la région, connaissant les différents foyers bouillonnants qui sont à l'œuvre? Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, je pense que toutes les données ont été modifiées en peu de temps. D'abord, les États-Unis, quand ils avaient décidé cette guerre, ils l'avaient décidé parce qu'à ce moment-là,
la théorie en vogue à la Maison-Blanche, c'était l'analyse de Dick Cheney sur la raréfaction des sources d'énergie fossiles. Donc on pensait que le crude oil, le pétrole classique, deviendrait, et c'est probable, deviendrait très rare, mais on n'avait pas idée que des pétroles lourds pourraient être exploités à moindre frais à ce moment-là, alors que maintenant on sait le faire. Deuxièmement, on avait découvert des réserves de gaz gigantesques au sud de la Méditerranée et en Syrie. Donc il y a un réservoir de gaz qui va de l'Égypte, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Turquie, un petit bout de la Grèce, Chypre, tout ça là c'est du gaz en fait sous la Méditerranée. Mais la grosse poche de gaz, elle est sous la Syrie. Et si on peut exploiter cette poche de gaz, la Syrie deviendra le 8e exportateur mondial de gaz. Donc ça donne de l'appétit. Seulement, entre-temps, les États-Unis, toujours suivant les préconisations de Dick Cheney, se sont lancés dans la recherche d'une autonomie, d'une quasi-autarcie énergétique. Donc eux, ils ont commencé à détruire leur environnement pour récupérer le gaz et le pétrole, quel qu'en soit le coût écologique. Et donc, déjà, ils ont diminué considérablement leurs importations et on considère que dans 2 ans, ils seront totalement autonomes. Donc, il n'y a plus aucun intérêt pour eux d'aller se battre en Syrie. C'est fini. De même qu'il n'y a plus aucun intérêt pour eux à soutenir la dynastie des Séouds en Arabie Saoudite, puisqu'ils ne veulent plus du pétrole saoudien. Donc ceci amène les États-Unis à se désengager de tout le Moyen-Orient. Ils n'ont plus de raison de rester là. La doctrine de Jimmy Carter qui disait qu'il fallait garantir l'accès des États-Unis aux ressources énergétiques de cette région, doctrine qui a amené à la création du CENTCOM, puis aux guerres qu'on connaît, tout ça, c'est fini. On tourne la page. Les États-Unis, eux, sont en train de se préparer à la guerre du futur face à la Chine. Donc il leur faut transférer leurs troupes d'Europe et du Moyen-Orient vers l'Extrême-Orient. Mais comment faire ça sans perdre son influence au Proche-Orient? Alors les États-Unis sont des spécialistes pour ça. Ils savent que le moyen dans ce cas-là, c'est se trouver des partenaires avec qui on partage une partie du gouvernement de la région. Quand les États-Unis ont dit, au début du mandat d'Obama, le sommet du G20 de Pittsburgh, quand ils ont dit on va faire rentrer les BRICS dans le FMI, donc le Brésil, Chine, etc., dans le FMI, on va leur donner plus de poids. Tout le monde leur a dit, bah oui, d'accord, mais alors comment vous allez faire? Et eux n'avaient pas l'intention d'abandonner le moindre droit de vote. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont limité les droits de vote des Européens pour les donner aux BRICS. Mais eux, ils ont gardé leur statut privilégié. Et bien là, pour le Proche-Orient, l'idée c'est on retire nos troupes, mais on va gouverner le Proche-Orient avec un partenaire qui va être la Russie. Pour eux, ça a beaucoup d'intérêt, parce que d'abord, c'est un moyen d'attirer la Russie de ce côté-là et de prévenir une alliance militaire sérieuse entre la Russie et la Chine. Mais aussi, ça a un grand intérêt. Si les Russes sont au Proche-Orient, donc quand même on les a mis dehors au moment de la chute de l'Union soviétique, mais s'ils reviennent au Proche-Orient, alors ils seront aussi la garantie qu'aucun État arabe n'attaquera Israël et qu'Israël n'attaquera aucun État arabe. Parce que vous savez, ils ont des intérêts des deux côtés. Il y a 1 million de ressortissants israéliens qui sont russophones. Et donc, s'ils viennent là et qu'ils sont la garantie d'une paix durable dans la région, les États-Unis peuvent prendre leur distance avec Israël. Oui, on assure votre sécurité, mais voyez, vous n'êtes pas vraiment menacés, vous n'avez pas besoin d'autant d'armes, vous n'avez pas besoin d'autant d'argent. Et en fait, on se retrouve à une situation qu'on connaissait à l'époque de l'Union soviétique, où il n'y avait pas ce tête-à-tête entre Israël et les États-Unis, et où quand même si
le gouvernement des États-Unis était sous influence, il avait des marges de manœuvre totalement différentes de ce qu'il a aujourd'hui. Donc, dans cette optique, c'est-à-dire l'optique d'un nouveau partage du Moyen-Orient, la Maison-Blanche a négocié une paix pour la Syrie, mais pas seulement pour la Syrie. Une redéfinition complète de cette région. Et la Maison-Blanche, quand elle a discuté ça avec le Kremlin, s'est heurtée à des difficultés dans son propre camp. L'opposition directe du département d'État, Mme Clinton, et de la CIA, le général Petraeus. Donc il y a eu un premier accord qui avait été négocié avec Lavrov lors de la réunion de Genève le 30 juin. Cet accord a été immédiatement saboté par des fuites organisées par le général Petraeus, notamment la fuite sur le fait qu'Obama au début avait signé une autorisation d'action de la CIA et donc de troupes à l'intérieur de la Syrie malgré toutes ces dénégations publiques. Ça avait conduit à la démission immédiate du négociateur Kofi Annan. Mais donc le président Obama, à l'époque, il ne pouvait pas réagir puisqu'il était en pleine campagne électorale. Il n'allait pas démettre Petraeus et Clinton. Donc il a fait le dos rond. Pendant 3 mois, on n'a rien dit. Et puis le lendemain de son élection, il a fait arrêter Petraeus qui finalement a démissionné du piège qu'on lui avait sévèrement tendu. Madame Clinton a été un peu plus résistante, mais apparemment elle a quand même eu un grave accident de santé qui l'a convaincu qu'il ne fallait pas trop insister. Donc le président Obama maintenant compose sa nouvelle équipe en fonction de l'accord qui a été pré-négocié avec la Russie pour trouver les gens qui sont capables de mettre cet accord en œuvre. D'où le choix de John Kerry comme secrétaire d'État. John Kerry qui est un ami personnel de Bachar el-Assad et qui a les meilleures relations qui soient en Russie. Ensuite, Chuck Hagel comme secrétaire à la Défense, parce que Hagel et Kerry, ensemble, avaient en 2008, me semble-t-il, lancé une tentative de négociation pour la restitution du Golan par Israël à la Syrie, en utilisant une médiation turque. Et donc, Hagel et Kerry ont l'habitude de travailler ensemble, bien qu'ils ne soient pas du même bord politique, et ils connaissent tous les deux parfaitement le dossier syrien et l'ensemble des protagonistes au Proche-Orient. Et puis John Brennan comme nouveau directeur de la CIA, parce que Brennan, c'est le seul homme qui, dans la structure sécuritaire US, a combattu Al-Qaïda. Al-Qaïda a toujours été une officine des États-Unis qu'on utilisait soit pour faire un sale travail, soit pour créer une provocation qui permettait l'intervention russe. Donc là, Brennan, sa mission, c'est de finir le dossier Al-Qaïda, parce que si on se tourne en Extrême-Orient, c'est pas vraiment une arme utile, et c'est au contraire laisser derrière soi tout un tas de problèmes qui vont pourrir et vont poser des questions toujours plus embarrassantes. Donc maintenant, la consigne, c'est qu'il faut se débarrasser d'Al-Qaïda et aller jusqu'au bout, donc aussi aller détruire le nid du serpent, c'est-à-dire en finir avec l'Arabie Saoudite. Et enfin, probablement comme conseiller national de sécurité, Anthony Blinken, qui en fait était en 1999 un des conseillers de Bill Clinton lors des négociations avec Hafez al-Assad, le père, toujours dans l'idée de la restitution du Golan, négociations qui n'ont pas abouti parce que Ehud Barak a changé d'avis en cours de route, et puis parce que juste après, Hafez al-Assad est mort et Bill Clinton a terminé son route. Mais cet homme-là, Anthony Blinken, avait conçu toutes les choses, et évidemment, il est aujourd'hui l'homme idéal pour mener à bien toutes ces négociations. Donc, nous nous attendons à ce que, dès que ces personnalités sont confirmées dans leurs fonctions par le Sénat des États-Unis, le Conseil de sécurité soit saisi d'un plan de paix pour la Syrie par les deux grandes puissances. Ce jour-là, précisément, ça sera la fin de la récréation, et l'émir de Qatar est prié de rentrer à la maison, de ramener avec lui tous ces djihadistes, et la France
de déguerpir au plus vite en laissant le moins de traces possible des forfaits qu'elle a commis. Donc, à partir de ce moment-là, on va discuter du déploiement de forces de paix et d'observateurs en Syrie et de la création d'un gouvernement d'union nationale autour d'une charte nationale qui permettra d'amender la Constitution et de donner ainsi certaines garanties à l'opposition qui participera à cette union nationale. Les troupes de paix seront composées principalement par des soldats de l'Organisation du traité de sécurité collective, qui est l'équivalent de l'OTAN du côté russe. Et d'ores et déjà, il y a 3000 soldats de cette organisation dont les pactages sont prêts, qui peuvent à tout instant être déployés, et cette force peut être augmentée jusqu'à 50 000 hommes. Il reste actuellement une négociation sur les lieux exacts de déploiement, sur différents aspects de leur mission. En théorie, il devrait s'agir de séparer les protagonistes, c'est-à-dire les forces gouvernementales des insurgés. Et suivez bien mon raisonnement, et d'arrêter tous les combattants étrangers. C'est-à-dire que dans ces conditions, il n'y a plus tellement d'insurgés, il ne restera pas grand monde. Et il y a des problèmes techniques sur, par exemple, est-ce qu'il faut exiger la restitution des armes, est-ce que tout le monde doit déposer les armes ou pas. Probablement, ça ne sera pas exigé dans la mesure où on aura totalement arrêté le flux logistique, absence de pièces détachées et de munitions. Ça voudrait dire que si on ne confisque pas les armes, l'opposition armée pourrait dire que elle a toujours un recours aux armes si elle s'estime trompée, mais en réalité c'est un one shot, on ne peut pas y revenir s'il n'y a pas de soutien international, ça ne tient pas. Voilà. Alors dès que ça va se mettre en place, donc mars-avril, on va voir le temps qu'il faut, on fait un référendum pour que le peuple syrien se prononce sur la validité des arrangements politiques, et il n'y a pas grand doute que le peuple syrien approuvera ça massivement parce que tout le monde veut sortir de cette situation. Et à ce moment-là, on commencera à discuter du reste alentour. Donc les États-Unis veulent prioritairement régler le problème palestinien. Or, il y a toutes sortes de magouilles dans tous les sens. Vous savez, on passe de la période dessinée par les Français et les Britanniques, ce qu'on appelle les accords Sykes-Picot, qui correspondent, disons, au réveil de la Première Guerre mondiale, et on va passer à des accords Kerry-Lavrov qui vont certainement gouverner cette région pour une très longue période, peut-être un siècle. Et l'arrivée des États-Unis et de la Russie, pour se partager cette région, ça veut dire le retrait historique des Français et des Britanniques, victimes de leurs erreurs. La proposition qui circule le plus pour la Palestine, c'est donc de créer une fédération entre le royaume de Jordanie et les territoires palestiniens. Dans le moment actuel, précisément, on discute du fait que, comme les frères musulmans vont perdre l'Égypte, où ils sont devenus totalement impopulaires, on pourrait leur donner la Jordanie en lieu de consolation. À ce moment-là, le roi Abdallah de Jordanie serait démis d'une manière ou d'une autre, et c'est le prince, un autre membre de la famille royale qui prendrait la tête du pays, parce qu'il serait choisi parmi les frères musulmans, et Khaled Meshal, en tant que frère musulman, deviendrait le premier ministre. Ce qui posera beaucoup de problèmes à tout le monde, parce que la paix qui en suivra sera bénéfique certainement pour le peuple palestinien, mais se fera en réalité à son dépens, puisque tout ce que le peuple palestinien a essayé de défendre au cours des 60 dernières années sera piétiné, en fait. C'est une solution pacifique, mais ce n'est pas du tout une solution juste. Donc toujours dans la préparation de tout ça, vous avez eu
l'État palestinien par un certain nombre de pays dans le monde, puis le vote à l'ONU disant que c'est un État non reconnu par l'ONU et observateur à l'ONU. Ce qui est la plus grande entourloupe qu'on ait jamais pu imaginer, puisque ça veut dire que puisque les Palestiniens ont un État, ils n'ont plus de droit au retour. Donc voilà, c'est la négation de tout ce qui a été fait pendant très longtemps. Et en plus, jusque-là, les Palestiniens avaient un statut particulier, puisqu'ils étaient reconnus comme organisation de résistance, sur le modèle historique de la France de Charles de Gaulle d'ailleurs. Ils étaient reconnus comme une organisation résistante, et c'est l'OLP qui représentait la Palestine à l'ONU. Et maintenant, comme c'est un État non reconnu, ils n'ont pas le statut de résistant, ils n'ont aucun statut du tout. Du tout. Donc en droit international, ils ont perdu la protection des conventions internationales. Pour eux, c'est une régression absolument terrible qui a été saluée dans un concert d'unanimité comme un grand progrès. Ensuite, on va traiter du problème kurde. On ne peut pas résoudre la question palestinienne sans résoudre la question kurde. Alors là, la seule solution envisagée, c'est la dissection de l'Irak en 3 États. De toute manière, le Kurdistan irakien a déjà une forme d'autonomie qui est allée très loin, puisqu'il a même des ambassades dans certains pays. Donc voilà, on revient à ce qui avait été fait, ce qui avait été envisagé au début de l'occupation de l'Irak, son dépeçage en 3 États, kurdes, sunnites et chiites. Et puis après, il faut régler le problème de l'Arabie Saoudite quand même. Cette histoire est incroyable. Donc, vous savez que l'Arabie Saoudite, juridiquement, c'est un État, mais ça n'a aucune des caractéristiques d'un État. En fait, ça a les caractéristiques, c'est le domaine privé de la famille des Saouds. C'est un État, par exemple, qui n'a pas de budget. Il y a la caisse privée du monarque. Il n'y a pas de budget de l'État. Donc cette dictature moyenâgeuse, c'est pas gentil pour le Moyen-Âge, mais bon, cette dictature archaïque est appelée à disparaître. Elle remplissait un rôle particulier puisqu'elle était la garantie de l'approvisionnement en pétrole des États-Unis depuis l'accord de Quincy entre Ibn Saoud et le président Roosevelt, mais maintenant, puisqu'on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, donc il n'y a pas de raison de continuer à engraisser une famille royale pléthorique qui ne fait que dépenser de l'argent sans servir à quoi que ce soit et qui a tout son peuple à dos. Donc là, l'idée c'est qu'on va en faire 3 États, puis en plus il y a 2 petits bouts différents, donc ça nous fera 5 parties, 2 petits bouts différents, un qu'on va rajouter sur la Jordanie et l'autre, enfin sur l'État palestinien nouveau et l'autre sur l'État chiite irakien. Voilà. Donc toute la région va être bouleversée, mais vous avez pire encore. Les États-Unis veulent sauver la Turquie qui leur a rendu un grand service. Bien que la Turquie, aujourd'hui, soit quand même un peu en difficulté des erreurs commises et que la majorité de la population soit violemment contre son gouvernement. Donc, le lot de consolation serait le suivant. Puisque la Turquie s'est beaucoup investie et qu'elle n'aura pas de retour en Syrie, eh bien, on la ferait rentrer dans l'Union européenne. Donc, je peux déjà vous annoncer que l'émir de Qatar a été sollicité pour corrompre le gouvernement français pour qu'il accepte l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est une perspective très très sérieuse. Dans ce cas, l'Union européenne, on reviendrait au projet initial de Churchill, l'Union européenne se confondant avec l'OTAN, sauf que les États-Unis et le Royaume-Uni n'en feraient pas partie, puisqu'ils auraient le statut particulier, c'est eux qui gouvernent dans cette affaire. Donc, si la Turquie rentre dans l'Union européenne, le Royaume-Uni en sortira. C'est ce qu'a annoncé d'ores et déjà David Cameron. Donc il y a une logique parfaite à tout ça. Mais je pense pour certains peuples dans cette région, la nouvelle est bonne, certainement pour les Syriens, pour les Kurdes. Ce sont des bonnes nouvelles. Mais il y a des gens qui vont être mis à l'écart, finalement, vont être un peu les victimes de ce nouveau partage. Et puis, il y a des puissances qui, encore une fois, à cause de leurs erreurs historiques, vont perdre beaucoup de choses, et particulièrement la France, qui, de fait, va
perdre l'essentiel de son influence dans cette région. Je donnais l'exemple, pour conclure, tout à l'heure, comment les États-Unis ont fait rentrer le BRICS, ont donné aux BRICS de nouveaux droits de vote dans le FMI, ça a été au détriment des Européens. Et là, si on fait rentrer la Russie, c'est au détriment de l'Arabie Saoudite et des Européens. Effectivement, la situation, comme nous le voyons, est en constante évolution. Nous avons pu examiner avec beaucoup de précision, et grâce à votre expertise sur la question, tous ces dossiers qui concernent l'actualité, la Syrie et le Proche-Orient pour les années futures qui nous occupent. Thierry Messant, je vous remercie. Je voudrais dire quelque chose quand même, parce que il y a un élément qui n'est pas connu en France. Il y a un élément qui n'est pas connu en France. Donc, on a déployé des soldats français, on ne sait pas de quelle unité, mais on a déployé des soldats français sur le territoire syrien dans le cadre d'une guerre secrète qui en elle-même est un crime international. Il y a eu, à l'intérieur du gouvernement de Nicolas Sarkozy, des gens qui se sont opposés à ce crime, dont un de ses ministres. Et au moment du siège de Homs, il faut savoir, il y a eu c'était le moment où il y avait encore des takfiristes syriens, donc ça c'était le dernier moment où on les a vus sur le terrain, après il n'y a plus que des mercenaires étrangers. Et donc dans un quartier du sud, une banlieue nouvelle de Homs, Baba Amr, s'étaient retranchés 3000 combattants, ainsi qu'une quarantaine de familles de civils qui les soutenaient. Et là, toute la population était partie. Et ils ont proclamé un émirat islamique, dans lequel ils ont fait régner une terreur absolument incroyable. Et pendant qu'à l'extérieur, en Europe, on disait le territoire libéré, etc., c'est merveilleux, il n'y a que des civils à l'intérieur, ils étaient tous armés jusqu'aux dents, il y avait une quarantaine de familles, mais c'est tout, il n'y avait pas de civils au monde, c'est pas vrai. Donc, l'encadrement de l'émirat islamique de Baba Amr était fait par des officiers français. Et l'émirat islamique était défendu avec des armes françaises, sophistiquées et coûteuses, dont on se demande comment elles sont arrivées là. Donc, un des ministres de Nicolas Sarkozy s'est opposé à ça. Et au moment où l'armée syrienne a encerclé Homs, encerclé Baba Amr, ce ministre se trouvait être un ami personnel d'Assef Chokat, le général qui dirigeait le siège de Baba Amr. Et il a proposé une négociation. Cette négociation a permis d'éviter un massacre. Elle a consisté à laisser sortir les journalistes et les soi-disant journalistes et les officiers français qui étaient là. Et puis, en échange, à obtenir la reddition des combattants qui étaient à l'intérieur, qui donc ont été faits prisonniers. Il n'y a pas eu de massacre. Il y a eu, dans le moment de la reddition, il y a eu une quarantaine, peut-être 50 morts, mais certainement pas plus. Donc j'ai été témoin de ça, puisque le gouvernement français, d'une part, a délégué un officier pour suivre la négociation sur place, et le gouvernement syrien, considérant qu'il me faisait confiance, et considérant que le gouvernement français me faisait confiance pour ça, malgré tous les problèmes que nous avons ensemble, mais que pour moi c'était l'intérêt du pays, ça n'était pas discutable. Donc j'ai servi de tiers de confiance, c'est-à-dire je devais être présent pendant la négociation et pouvoir attester aux uns aux autres ce qui se passait. J'ai fait ça, je peux attester donc que à l'intérieur des élites dirigeantes en France, il y a effectivement des gens qui sont sur une politique coloniale et qui sont prêts à faire absolument n'importe quel crime, mais il y a aussi des gens honorables qui ont essayé de limiter la casse, même s'ils étaient tout à fait minoritaires. Merci infiniment pour ce témoignage que l'on pourrait qualifier de scoop, étant donné que sur le territoire national en France, le public évidemment n'a que très rarement accès à ce type d'informations, et qui plus est de votre part. Toute l'équipe de Télémancipé, donc du journal Le National Émancipé, vous remercie pour cette participation.
Je rappelle à nos auditeurs que nous étions sur le salon Hollywoodism qui vient de se clôturer ce 5 février à Téhéran. Monsieur Messon, je vous remercie et vous souhaite un excellent voyage de retour. Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir.